Plutôt effectivement se focaliser, ce matin on a parlé pas mal finalement d'animation, de contenu, de relations, de conversation. Et c'est vrai que l'idée cet après-midi c'est de voir effectivement en termes de transfo business ce qu'on peut faire effectivement en termes et d'engagement et de promotion. Donc, on va finir sur la partie engagement avec un peu un des cas iconiques des médias sociaux avec Benjamin Tayeb de Marcel qui a fait un super boulot, on peut quand même tous le reconnaître sur Oasis, qui va partager quelques best practices avec nous. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, Oasis c'est une marque souvent citée en exemple sur tout ce qui est effectué sur le digital. Ça nous permet aujourd'hui de claimer haut et fort le fait d'être leader sur les réseaux sociaux avec des chiffres assez emblématiques. Depuis bien longtemps sur Facebook avec plus de 3 millions de fans. Également sur YouTube, on est passé ce matin la première chaîne de marque avec 77 000 abonnés. On est aussi présent sur Instagram. Vous l'avez fait exprès pour la conférence. Exactement. C'est sympa, ouais. Non, en fait, c'est dû à la web-série qu'on a sortie sur l'effet papillon. Ça a engendré pas mal d'abonnés parce que les gens ont envie de voir l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4. Donc les gens ont envie de s'abonner pour être les premiers à vivre la suite. Donc ça fonctionne assez bien. Et 130 000 followers sur Twitter. Donc bien entendu, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler un peu plus de Twitter. Ce qui nous intéresse, nous, sur une marque comme Oasis sur Twitter, c'est les opportunités créatives qui sont offertes réellement par le réseau. On parle beaucoup de digital snacking. Pour nous, Twitter, c'est vraiment le réseau qui incarne le mieux ce digital snacking. Digital snacking, c'est quoi? C'est la volonté des gens de venir picorer des informations tout au long de la journée. Et c'est bien, le flux Twitter, il est quand même assez dense. Donc on se doit, nous, en tant que marque, de créer l'intérêt, de surprendre et d'être vraiment en connexion permanente avec les internautes et ce qu'ils ont envie de chercher. Aujourd'hui, les marques qui réussissent à sortir du lot sur Twitter, elles ont compris deux choses. Elles ont compris, je pense que vous l'avez déjà vu et revu avec pas mal de cas, mais c'est important de le redire, c'est l'hyper-réactivité. Donc c'est des choses sur Oasis qu'on a anticipées depuis pas mal d'années qui fonctionnent. Et c'est aussi pour ça qu'on est souvent regardé et qu'on est cité en exemple. Et l'hypercontextualisation, donc c'est la capacité des marques à être là au moment où ça se passe, là au moment où les gens parlent d'un sujet, la marque immédiatement est capable d'adresser un message qui est en cohérence absolue avec le sujet. Finalement, c'était un peu l'un des premiers exemples concrets de real-time marketing. Exactement. Alors, ce n'est pas des choses qu'on a forcément anticipées, c'est des choses qu'on a fait un petit peu comme ça, de manière innée, avec le premier exemple emblématique. On se rappelle, 2 ans, Nabila, maintenant tout le monde la connaît, mais à l'époque, c'était un petit peu plus conceptuel, quoi, ça l'est toujours en fait. Donc voilà, il y a un moment en TT, il y a Nabila qui ressort, tout le monde parle de cette fameuse phrase mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing. Ben voilà, nous, vu que c'est la marque de fabrique d'Oasis, c'est le détournement, l'humour, on prend cette phrase, on la détourne, ça devient t'es un fruit mais t'as pas de pépins, allô, voilà, et voilà, on poste ça, c'est un énorme carton, on est surpris, ça fait 10 000 RT. On se dit, oula, il se passe un truc, il y a un petit phénomène, on le met sur Facebook, ça cartonne, tout le monde en parle, c'est repris en RP, et on se dit, ok, le real time, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur Twitter, mais voilà, aujourd'hui tout le monde en parle, nous on a eu cette chance de l'avoir anticipé un peu, parce que c'était il y a 2 ans. Donc cette gestion aujourd'hui real time, pour nous, ce qui est important de dire, c'est qu'elle implique forcément des nouveaux process. Et sur Twitter, j'ai envie de dire, on n'a pas le temps de valider, on n'a pas le temps de se poser des questions, on n'a pas le temps de se faire des réunions et de savoir si l'agenda va... de poser une réunion. Il y a un moment, c'est le marketing de l'instant, c'est cette immédiateté qui fait la force d'une marque comme Oasis. Et on a la chance de travailler avec un annonceur qui nous fait entièrement confiance. Et aujourd'hui, 95% des tweets qui sont postés le sont sans validation client. Bien entendu, il y a des choses qui sont prévalidées, il y a des sujets tabous. Donc, quand c'est un petit peu touchy, je prends mon téléphone et j'appelle la cliente ou un SMS pour être sûr qu'on a le droit de traiter ce sujet. Mais en tout cas, ce process de validation ou de non-validation, il est hyper important parce qu'on n'a pas le droit de se louper, on n'a pas le droit de passer 4 heures ou 5 heures à se poser des questions existentielles. C'est où on le fait au moment où ça se passe, ou on le fait pas. Donc tu veux dire que dans l'agence conseil, il y a vraiment conseil, quoi. On est vraiment conseil. Non, voilà. Après, c'est une relation de confiance. On a déterminé une ligne éditoriale, on a déterminé des guidelines, des sujets qu'on a le droit de traiter, une tonalité, on a nos fruits, on sait ce qu'ils ont le droit de dire, on sait ce qu'ils ont le droit de faire. Donc après, on le fait parce qu'on sait que c'est ça qui va performer, qui fait la force aujourd'hui de la marque sur Twitter.
Alors, on va pas se mentir, c'est un petit peu un effet de présentation de dire qu'il n'y a pas de process. Bien entendu, il y a énormément de process derrière tout ça. Il y a énormément d'anticipation. Il y a aussi la volonté d'établir ce qu'on appelle, nous, un calendrier conversationnel. Un calendrier conversationnel, c'est quoi? C'est d'aller screener un petit peu tous les sujets qui vont être traités par nos communautés. Ça, c'est un élément fourni par Twitter. C'est essayer de chercher. Alors, il y a les fameux marronniers. Effectivement, la fête des mères. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la fête des mères? Ça, tout le monde le fait. Donc, on essaie, nous, un petit peu d'arrêter ces éléments-là. Mais on essaie quand même de regarder les sujets qui, éventuellement, vont buzzer, qui vont prendre la parole. Et on essaie d'anticiper ces éléments-là. En fait, sur Twitter, on considère qu'il y a 3 types de posts. Quand on est une marque, il y a les posts froids, les posts chauds. Les posts froids, c'est les posts qui concernent la marque, parce qu'il y a un moment, on n'est pas uniquement là pour détourner l'actualité. Nous, on se considère comme l'AFP du fruit, ou l'AFP fruité. Donc voilà, c'est l'actualité à la sauce bifruit, comme on l'appelle. Donc ça, c'est assez facile. Il y a un sujet qui sort, on le détourne, on fait une blague, ça poste, on le poste, les gens en parlent et ça les fait marrer. Mais Twitter, c'est aussi un média de diffusion. Heureusement, une marque comme Oasis, elle est capable de créer son propre contenu. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, les posts froids. Donc, c'est des posts qui parlent de la marque, de l'actualité de la marque. Tout le travail, en fait, qui est mené par la cellule social media chez Marcel, c'est de réchauffer les posts froids. Donc, c'est de les rendre tièdes. Je m'explique. C'est partir du principe qu'à un moment, il y a un sujet d'actualité qui est traité. Et donc, essayer de faire entrer en connexion un sujet de marque, un sujet d'actualité, et de créer des liens au maximum pour, encore une fois, contextualiser ce message de marque pour le rendre le plus apte à le rendre conversationnel. Vous êtes le micro-ondes du social, quoi. Exactement. Pas plus de 30 secondes, ça aussi, c'est l'hyperactivité. Encore une fois, tout ce travail-là, c'est un vrai travail d'anticipation. Donc, ce qu'on voulait, c'était partager quelques best practices qu'on peut avoir sur Oasis et vous présenter quelques cas assez emblématiques qui font le succès de la marque sur Twitter. Donc, le premier key learning, c'est vraiment l'anticipation. Nous, c'est ce qu'on fait énormément à l'agence. On prévoit tous les scénarios possibles en fonction d'une actualité avant même qu'elle existe. On va prendre un exemple extrêmement simple. France-Ukraine, on perd 2-0, c'est mal barré. Mais on se dit, on va anticiper éventuellement une victoire. On est un peu chauvin, donc on prévoit de détourner la une de l'équipe, qui devient l'Equiwhip. Et donc, il y a un community manager qui regarde le match et qui, en fonction du résultat, à la seconde même où il y a le coup de pied final, on avait prévu l'annonce, l'affiche si on perdait, s'il y avait match nul, si on gagnait, quel que soit le scénario, il était anticipé. Et la force effectivement de la marque, c'est la capacité de le poster dans l'instant, dans l'immédiateté. Et donc le post tourne et fait 500 RT. Pareil, Royal Baby. Celui-là, on l'a bien anticipé parce que normalement une grossesse c'est 9 mois, mais on n'est pas à l'abri. Ça peut durer 7, 8. Des prématurés, j'ai moi-même un enfant prématuré, donc je sais que ça peut arriver. Donc voilà, on anticipe le fait que ce soit une fille, le fait que ce soit un garçon. Personne n'avait prévu des jumeaux, mais on s'est dit on n'est pas à l'abri non plus. Peut-être que le gynéco n'a pas tout vu. Donc on anticipe aussi le poste avec des jumeaux, c'est vrai. Et ce qu'on fait à l'agence, c'est on screen tout le temps, savoir quand est-ce que ce Royal Baby va naître. Et encore une fois, on est une des premières marques, ou quasiment la première, à poster lors de la naissance du Royal Baby. Et donc, encore une fois, on dépasse les 1000 RT. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on dépasse la sphère digitale. C'est qu'un simple tweet, parce que ce tweet est devenu aussi un post Facebook, un simple tweet, il y a des retombées RP, c'est-à-dire on est présent dans de la presse grand public, dans Closer, dans Le Parisien, dans Téléstar. Donc, la portée de ce type de détournement dépasse la sphère digitale, et ça, pour nous, c'est intéressant parce que c'est que du earn gratos et on aime bien. Ça tient quand même aussi au fait qu'à chaque fois, vous travaillez vachement au visuel. Parce que si c'était que du texte, à mon avis, tu n'aurais pas du tout la même reprise. Exactement. Donc, effectivement, il y a tout un travail, encore une fois, toute la partie social media, c'est à la fois des community managers, à la fois des créatifs qui anticipent aussi. Là où tu as raison, c'est que la force de l'image est vraiment importante sur Twitter. Il y a effectivement la qualité des jeux de mots, et c'est une des marques de fabrique d'Oasis. Par contre, avoir un visuel qui reprend les codes et qui les détourne avec un niveau d'intégration et de rendu très qualitatif, c'est aussi très important.
Dernier exemple, ça c'est des choses qu'on fait de plus en plus. On fait des live tweets, notamment sur les carrefours d'audience qui nous intéressent, c'est-à-dire là où sont les 18-25. L'Energy Music Awards, c'est je crois la deuxième performance en termes de mention Twitter cette année, ou l'année dernière, en 2013. Bref, donc là pareil, on anticipe, on regarde les nominés, on se dit tiens, est-ce que Stromae va gagner? Il y a pas mal de chances, donc on anticipe et on prépare le poste de Stromae. On se dit que la mail est Citrus, qui, on va en entendre parler. Donc celui-là on l'avait déjà fait, donc on recycle un peu parce que voilà. Et voilà, pareil, donc là c'est un live tweet qui nous permet de toucher plus de 700 000 tweetos et on est présent et donc on est là où ça se passe, encore une fois. Par contre, voilà, ça sous-entend de travailler le samedi soir, mais bon, ça c'est pas... C'est un travail de CM, c'est pas le mien, c'est pas très grave. Indépendamment de ça, l'autre key learning, c'est Twitter, c'est aussi un média de diffusion. C'est un média qui génère de l'audience. Donc c'est aussi un média qui nous permet d'allumer la mèche quand on est notamment sur des actualités de marque. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc on a lancé une série qui s'appelle L'effet papillon. Dans le premier épisode, Ramon Tafrez se détend sur YouPom. On va au bout de l'exercice, on se prend un peu pour HBO et Canal+, on fait ce qu'on appelle des easter eggs, c'est-à-dire on crée dans la vie réelle des éléments qui sont présents dans une série. Et donc, on cache YouPom, mais on crée réellement YouPom. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez sur youpom.com, vous pouvez regarder des fruits épluchés. Par contre, on ne le dit à personne. On ne le communique pas, il n'y a aucun média, il n'y a aucun communiqué de presse. On attend que les tweetos, que les hardcore fans qui aiment jouer justement avec la marque, aller chercher comme ça les petits détails. Sauf qu'en fait, ils sont plus forts que nous. En 2 heures, le truc part. On est entêté 1 heure après la sortie du premier épisode. En trending topic. Et on génère 500 000 vues en une semaine sur ce site de manière totalement gratuite. Et le Graal... Non, je rigole. Mais en tout cas, on est retweeté par Marc Dorcel. Et quand on fait YouPom, on en est assez fiers. Un autre élément pour allumer la mèche, pareil, toujours dans cette hyperactivité, on apprend que Flappy Bird n'a plus être téléchargeable. En tout cas, il y a l'arrêt et le retrait de Flappy Bird sur les plateformes de téléchargement. Tout le monde est triste. On se dit, nous, on va faire notre version. Donc 24 heures après, on sort notre propre version qui s'appelle Flappy Fruit. On récupère les codes, on fait ça un petit peu... on n'a pas trop le droit, mais on va dire que c'est un hommage. Bref, pareil, le seul endroit où on communique, c'est sur Twitter, à travers juste un post, un tweet, même pas un post, un tweet. Où, voilà, on dit qu'on lance ce nouveau jeu et toute la communiqué geek, jeux vidéo, tous les gens qui sont nostalgiques. Alors ça dure juste 24 heures, mais en tout cas qui ne peuvent plus télécharger Flappy Bird, ils ont la chance d'avoir Flaffruit orange. Et encore une fois, on expose ce contenu à plus de 700 000 tweetos. Et ça génère des RP à la fois en marketing, en jeux vidéo, en lifestyle. Voilà, tout le monde célèbre effectivement ce détournement. Mais l'endroit où ça se passe, l'endroit où on le communique, c'est sur Twitter. Le troisième point, c'est jouer avec les usages et jouer avec la nature même de Twitter, c'est-à-dire jouer avec cette plateforme. Par exemple, on parlait tout à l'heure de terrain de jeu créatif. Il y a un élément qui est sorti, peut-être il y a un an, une petite année, c'est le preview. Avant un tweet, il y avait juste un lien. Maintenant, l'image, il y a un preview de l'image. Nous, on s'amuse avec cette fonction de Twitter et on en fait comme ça. On fait 2 posts qui se succèdent et qui permettent de raconter une histoire. Donc ça aussi, c'est des choses qui plaisent bien. On joue aussi avec les codes où, voilà, si tu as cru qu'il y avait un pépin avec ton écran, donc finalement, il y a une petite rayure. Voilà, ça, c'est des choses qui me font assez bien. On joue avec les usages et on joue avec les formats. Ça, c'est un point qui pareil, qui n'est pas du tout anticipé. C'est des dialogues ou des battles de CM. Donc il y a Vélib qui parle à Autolib, Autolib qui parle à Mars Distribution, il y a Oasis qui rentre dans la conversation, et plusieurs marques, Bouygues qui arrivent, D8, bref, des conversations comme ça, Bouygues Télécom. Donc c'est un peu un délire de community manager, on va pas se mentir. Mais en tous les cas, ça fait du bruit et c'est la plus longue conversation de community manager aujourd'hui sur Twitter. Et ça génère effectivement aussi de la conversation, les gens en parlent, et ça fait parler de la marque de manière assez positive. Et surtout, nous, ça nous a inspiré quelque chose, un cas. Un jour, on a l'habitude de détourner des affiches de cinéma. Et donc là, on se dit, on va détourner la sortie du film 300, la naissance d'un empire. Donc on fait Poire et vengeance, 300, la naissance d'un empoire.
Mais bon, des fois, c'est un peu limite le détournement sur le digital. C'est un peu limite parce que juridiquement, il n'y a pas vraiment d'accord avec Warner. Et ben là, Warner répond à ce poste et nous envoie ses avocats. Vous allez prendre pour perpète, je crois qu'il y a un jeu de mots, ouais, poirepète. Ben, nous, on leur répond. Et voilà, et il y a un vrai clash entre le compte Oasis et le compte Warner à travers comme ça le fait d'avoir le droit ou pas de traiter le sujet. Il y a pas mal de personnes qui considèrent que tout ça avait été anticipé. Je pense qu'ils ont raison. Alors, ce que je trouve intéressant là, c'est que du coup, vous passez un petit peu de beaucoup de marques qui sont dans l'opportunisme du social, se dire comment je vais utiliser la communauté à mon profit pour faire ma com, à je deviens vraiment participateur actif, je reconnais les codes de la communauté, je m'intègre dans la pop culture. Du coup, je pense que ça, sur le côté karma et goodwill, ça joue quand même énormément, quoi. Bah, encore une fois, c'est jouer avec les usages, c'est les analyser, les comprendre et les adresser au moment où il faut les adresser. Là, typiquement, ce qui nous intéresse, nous, dans le partenariat, parce que voilà, c'est un partenariat avec Warner, c'est encore une fois d'aller chercher une communauté qui est pas celle des amoureux des fruits ou des softs, mais voilà, de l'univers du cinéma. On a, nous, l'ambition en tant que marque Oasis d'intégrer cet univers du cinéma. C'est pour ça qu'on fait des web-séries, c'est pour ça qu'on a une qualité d'exécution proche de Pixar quand on développe des contenus propres. Donc d'avoir cette caution extérieure, pour nous, effectivement, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, ça rentre dans les usages, parce que le principe même de la battle, c'est juste un dialogue entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. Et ça fonctionne toujours. Le dernier élément, c'est la participation. Là, on a beaucoup parlé de nous. L'idée, c'est aussi de rentrer en interaction avec les tweetos, les faire participer. Et ça, c'est des choses qu'on fait. Par exemple, on avait une campagne d'affichage qui était géocalisée. On a en fait lancé un hashtag qui s'appelle « Une ville, un fruit ». Et on a proposé à nos followers de rebondir sur ce hashtag et donc de détourner leur ville par un fruit. Donc il y avait par exemple Villeurbanne qui se transforme en Villeurbanane, Paris qui se transforme en Poiry, Marseille qui se transforme en Murseille. Donc voilà, c'est un élan comme ça participatif pour inciter les gens à jouer avec nos codes, avec le principe même de l'ADN de cette marque et le détournement. Et donc ça, pareil, on se retrouve entêté assez rapidement parce que tout le monde joue le jeu. Nous, pareil, dès qu'il y a une proposition, on la détourne et on la met en page type Villeurbanane. Et le lendemain, on propose une carte de France bifruitisée à la sauce Oasis où toutes les propositions qui ont été faites la veille se retrouvent dans cette carte. Et donc, on célèbre aussi cette opération dès le lendemain de manière totalement réactive. Donc ça, c'est des éléments interagir avec les followers, les faire participer, c'est des choses qu'on fait assez souvent. Donc ce qui nous permet encore une fois d'être souvent des sujets de conversation préférés. Donc on avait fait une ville un fruit, on avait fait pour le lancement des Raisinzins, donc des nouveaux personnages, on avait fait Je deviens Zinzincan, pareil, les gens jouent le jeu. On a la chance d'avoir une vraie communauté, d'avoir des vrais fans, et donc les gens aiment jouer avec la marque et jouer avec les détournements. Donc ça, c'est une vraie force. Pour moi, le meilleur Oasis, c'est, des fois on est uniquement sur des choses assez basiques qui sont juste liées au produit. Oasis, c'est 17 goûts, donc on demande juste aux gens quel est leur goût préféré. Ça fonctionne aussi très bien. Et là, on l'a fait dernièrement pour la sortie de l'épisode 2 de l'effet papillon. On s'amuse à cacher des choses, un peu à la manière de YouPom, sauf que là, sur une ardoise, sur le pitch bar, il y a une proposition qui nous dit, il y a un hashtag qui s'appelle Happy Shower, et de 16h à 18h, un tweet égale un Oasis. Et les gens, ils ont trouvé assez rapidement qu'il y avait une opération cachée. Et donc, le jour du lancement de l'épisode 2, si réellement on tweetait Happy Shower avec le hashtag, nous on avait des gens qui venaient vous livrer des Oasis à domicile. Et donc ça, pareil, ça nous permet d'être entêtés de 16h à 18h. Et on a comme ça des gens qui remercient la marque d'avoir fait ce cadeau. Et donc ça aussi, c'est des choses qui fonctionnent très bien. On l'a fait, on a été un petit peu dépassé par le succès. Beaucoup de gens voulaient recevoir des canettes Oasis. Donc on l'a refait mardi dernier. On a été de nouveau entêtés et on va le refaire mardi prochain. Donc si vous voulez des canettes d'Oasis gratos, c'est le moment. Voilà pour moi. Bon, merci. C'était en tout cas impactant et je pense que effectivement, ça montre bien qu'aujourd'hui, finalement, c'est réactivité, contenu. Quand même beaucoup de contenu, parce que finalement, derrière ces canaux sociaux, il faut bien les alimenter. Et puis ce côté un peu conversationnel, je pense, sortant quand même un peu du discours, vous avez la chance d'avoir une marque plutôt décalée, mais quand même oser sortir un peu du côté discours publicitaire ou marketing habituel, quoi.
On se sert, nous, des réseaux sociaux de manière assez claire pour aller toucher une cible qu'on a un petit peu du mal à toucher ailleurs, c'est-à-dire les 15-25, des gens qui considèrent que vas-y, c'est une marque pour les enfants, pour les goûters d'anniversaire. Donc c'est leur montrer que cette marque-là elle a un potentiel beaucoup plus fort et qu'elle est en lien avec ce qu'ils sont, leurs usages, ce qu'ils font et les sujets qui les passionnent. Donc oui, on ne considère pas, c'est peut-être un des enjeux. Pour nous, il y a 2 enjeux de demain sur Twitter. C'est à la fois la partie expérientielle, c'est-à-dire continuer encore une fois à proposer des expériences qui sortent juste de la conversation et des tweets. Il y a une autre ambition qui est la partie transactionnelle, c'est éventuellement refaire de plus en plus de liens entre la marque et les produits. Encore une fois, parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment la marque, certains aiment un petit peu moins le produit, donc leur faire prendre conscience que derrière cette marque, il y a des produits de qualité, gourmands, rafraîchissants, etc. Ça, c'est un vrai enjeu. Mais aujourd'hui, oui, Twitter, c'est plus pour une plateforme émotionnelle qu'une plateforme business pure. Bon, merci Benjamin. Merci à vous. beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir.